Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul Fillaoun. Je suis encore là ce matin pour vous parler d'un sujet qui est aussi très intéressant. Euh, En fait, ça fait toujours partie des choses que souvent que je n'ai pas le temps de traiter en classe avec mes étudiants. Donc c'est le thème, c'est l'observabilité. Et donc comment, c'est-à-dire faire le monitoring des applications, quels sont les outils, quelles sont les bonnes pratiques qui sont utilisées. Et comme d'habitude, on va essayer de faire, donc de voir comment faire l'intégration avec l'écosystème de Spring. Donc nous allons principalement donc regarder un peu, on va dire, quelques nouveautés concernant donc le Spring 3, Spring Boot 3 et après donc surtout comment utiliser donc le stack Grafana qui est l'un de, on va dire des collections qui sont très très courantes et qui sont utilisées en production. Alors ce que je vais faire dans la démonstration, donc j'ai redessiné un peu le schéma comme ça. Donc ce que je vais faire, donc je vais juste me limiter sur la création d'un microservice ou bien d'un service backend que je vais appeler product service. Et dans ce product service, donc j'essaierai d'interagir avec un service remote. Bah, je vais prendre n'importe quel, bon je vais pas développer de microservice, mais on peut le faire si vous voulez. Mais je vais essayer donc d'envoyer des requêtes HTTP vers une REST API. Comme par exemple placeholder, donc ça je vais voir un exemple et donc et puis le reste, donc on va essayer de voir comment faire le monitoring. Alors d'abord il est important de noter que l'utilisation de Actuator est très important. Donc je rappelle que Actuator donc c'est un service en fait Spring qui permet d'exposer les métriques, beaucoup de métriques via des API REST. Donc forcément, donc si on veut surveiller un peu ce qui se passe dans une application, on peut toujours interagir de manière très simple avec les endpoints qui sont exposés par Actuator. Et justement, donc pour pouvoir profiter donc de ces services Actuator, donc on essaiera de mettre en place l'un des premiers outils qui sont qui font partie donc de ce stack de Grafana, notamment Prometheus. Alors Prometheus, si vous voulez, c'est en fait c'est un outil qui va tout simplement, c'est une application qui va faire un pooling, qui va vous pouvez la paramétrer avec une interface graphique, etc. Et permet de faire un pool sur les services, on va dire sur les services exposés par Actuator. C'est pour pooler, si vous voulez, pour récupérer donc des mesures. Et ces mesures là, donc vous pouvez donc ça peut être l'auto d'utilisation d'un CPU ou le nombre de threads qui sont utilisés, etc., etc. Donc tout ça on va y revenir. Donc en principe Prometheus c'est ce qu'il va faire. Donc vous allez le paramétrer sur une période de chaque laps de temps de par exemple de 5 secondes ou bien une seconde, enfin une seconde c'est beaucoup. Donc sur une période de laps de temps, donc il envoie des requêtes vers le service Actuator, il récupère donc toutes les on va dire les mesures qui sont exposées via des endpoints qui sont promis si vous voulez, donc qui ont été exposés pour Prometheus. Alors ça c'est le premier. Donc le deuxième c'est ce qu'on appelle distributed tracing. C'est-à-dire en fait il est très important parce que quand vous êtes dans des systèmes distribués, donc c'est-à-dire vous êtes dans une architecture microservice, donc forcément vous communiquez avec d'autres services, donc il y a des interactions comme ici par exemple à un moment donné on va envoyer une requête HTTP vers un service distant et on aura besoin justement de surveiller toutes les interactions des systèmes distribués. Et c'est très important, c'est à chaque fois qu'un service envoie une requête vers un service c'est-à-dire distant via le réseau, donc on a besoin donc de surveiller c'est-à-dire ces interactions. Et donc pour cela, donc l'un des outils les plus populaires dans l'écosystème c'est Zipkin. Donc Zipkin, donc c'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle distributed tracing. Donc c'est la gestion des traces de manière distribuée si vous voulez. Donc c'est comment tracer les systèmes distribués d'une manière générale.
c'est-à-dire comment tracer les interactions entre les systèmes distribués. Et donc, ce qui fait donc cette fois-ci, donc au niveau de votre service, vous aurez besoin d'une dépendance de Zipkin notamment, qui va permettre tout simplement de faire un push vers l'outil Zipkin. C'est-à-dire cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un pull-in, mais plutôt c'est d'un push, c'est-à-dire chaque méthode que vous voulez, par exemple, tracer, bah, tout simplement, c'est à vous d'indiquer ça. On va voir tout à l'heure, il y a des annotations que vous pouvez utiliser pour ça. Donc, bah, c'est-à-dire à chaque fois que cette méthode s'exécute, quand il y a une interaction, donc on va pousser donc c'est-à-dire ces requêtes réponses, l'état de la requête, l'état de la réponse, on va les pousser vers Zipkin. Donc, ce qui fait Zipkin, il va nous donner une cartographie des interactions entre les systèmes distribués d'une manière générale, c'est-à-dire par exemple les microservices. Donc ça c'est le deuxième outil. Alors le troisième outil c'est Loki. Alors Loki, donc ça c'est pour surveiller les logs. Ça c'est très important parce qu'en fait dans des applications vous aurez besoin de loguer en log, mais à un moment donné donc vous aurez besoin d'un système qui permet donc de créer un tableau de bord sur les logs de vos applications distribuées. Alors forcément ici donc nous aurons besoin d'intégrer on va dire un plugin Loki4j Appender. Donc ça c'est pour de logback si vous voulez, utilisé par Spring. Donc qui fait que tout simplement on va le configurer de façon à chaque fois qu'on va loguer quelque chose dans l'application, bah, tout simplement ce logger qui est donc Loki logger va loguer également, va envoyer le log, c'est-à-dire tout ce qui est s'il y a tous les logs en tout cas, donc qui seront envoyés vers Loki, qui est un outil qui va permettre de recevoir donc ces logs et les stocker de manière distribuée. Alors tous ces outils là, c'est des outils qui sont scalables, qui peuvent être déployés de manière dans des clusters. Donc tout ça, ils utilisent des systèmes de stockage qui sont scalables. Donc forcément, on est toujours dans l'écosystème du big data. Donc ici, donc ils sont faits pour ça. Alors donc ça c'est le troisième. Donc ça c'est 1, le 2 et le 3. Donc ça c'est pour les logs. Et puis donc nous aurons besoin justement d'utiliser Grafana. Grafana, donc c'est tout simplement le dashboard. C'est une application qui permet de surveiller, de vous donner des graphiques, des dashboards, de créer des outils de visualisation des données qui sont tout simplement qui proviennent des sources. Alors c'est quoi les sources? Donc on va créer des data sources pour Grafana. Donc le premier c'est Prometheus, le deuxième ça va être Loki. Donc c'est-à-dire pour surveiller les logs. Et puis donc il y a également Zipkin. Alors sauf que avec Zipkin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un outil qui est fourni par Grafana, qui est très intéressant, qui s'appelle Tempo. Et bien justement Tempo, si vous voulez, c'est un outil qui a une architecture qui permet donc de collecter, de recevoir, on va dire, de collecter les données des traces à partir de différents outils. Donc ça peut être Zipkin, ça peut être autre outil, c'est-à-dire il peut agréger, donc il peut recevoir autre que Zipkin, on peut utiliser d'autres outils. Donc il peut recevoir donc des données de plusieurs sources, et puis donc il va les structurer, et puis donc il sera dans ce cas-là c'est le data source de Grafana. Et donc avec Grafana, donc on peut visualiser les traces notamment qui proviennent de Zipkin. Alors dans notre cas ici, on va utiliser Zipkin comme collector, comme si vous voulez comme la source des traces. Mais que vous pouvez voir dans la documentation, tout est possible. Vous pouvez utiliser d'autres outils. Alors pour faire ça, donc on va travailler avec Docker, donc forcément pour faciliter un peu la gestion de tout ça. Donc c'est-à-dire qu'à la fin on va avoir un Docker Compose qui va nous permettre de démarrer tout ça, et comme ça on peut regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Alors sans trop tarder, alors pour faire ça, donc je vais créer un projet. Donc je vais créer un projet que je vais appeler
Et, alors, comment on va l'appeler? Alors, observability Spring, allez, Grafana. Ok. Alors, donc ça c'est, on va utiliser Java 21. C'est un projet Maven. Donc on aura besoin des dépendances. Alors quelles sont les dépendances? Donc je vais créer une application web. J'ai besoin d'utiliser une base de données GPA, plutôt un framework d'accès aux bases de données Spring Data GPA. Je vais utiliser une base de données H2 pour faire simple. Je vais utiliser donc Lombok. Bon, j'utilise les outils classiques, etc. Je vais utiliser DevTools. Ok. Je vais utiliser, etc., etc. Donc tout ça c'est une simple application, un simple microservice. Et puis donc je vais utiliser donc le quoi d'autre. Maintenant je vais utiliser le alors Prometheus. Ça c'est important parce que ça c'est alors Prometheus. Voilà. Ça fait partie des outils d'observabilité, donc on va l'inclure. J'aurai besoin d'inclure Zipkin. Voilà, c'est toujours dans l'observabilité. Et donc vous voyez, donc si vous cherchez d'ailleurs observability, donc vous voyez, donc il y en a d'autres outils qui peuvent être utilisés, etc. Alors en tout cas, donc ici Prometheus Zipkin. Alors pour les autres, donc comme c'est des systèmes de pooling, donc on va voir qu'on n'a pas forcément besoin on n'aura pas besoin d'une dépendance particulière, mais par contre il faut pas oublier Actuator, parce que si vous n'avez pas Actuator, donc on peut pas exposer donc les métriques de manière très simple. Alors Actuator, Spring Boot Actuator. Donc voilà, alors ça c'est les dépendances de base. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser Docker Support. Voilà. On est à... Alors Docker Compose Support, donc si vous voulez directement gérer votre application avec Docker, et on va créer le projet. Alors une fois que les dépendances sont chargées, donc on va d'abord regarder les dépendances. Donc vous voyez, donc j'ai la dernière version de Spring Boot. J'ai quelques, voilà, Java 21, j'ai Actuator, j'ai Spring Data GPA, j'ai Spring Web. Vous voyez, donc ça c'est pour Zipkin. Donc c'est Micrometer Tracing Bridge. Donc ça c'est les deux dépendances de Zipkin. Donc ça c'est important. Et puis donc vous avez DevTools, vous avez Docker Compose Support, donc ça c'est ce qu'on va faire, H2 Database, et vous avez Prometheus. Alors tout ça, ça provient de Micrometer. Alors voilà, Lombok, etc. Voilà, donc ça c'est les dépendances. Alors dans notre exemple, je vais créer une application rapidement d'abord. Alors pour cela, donc j'ai besoin de créer, supposons j'ai une application dans le package d'entities. Donc je vais créer une entité GPA que je vais appeler product par exemple. Product. Alors donc je suppose que un produit est défini par son ID, par son nom, par quoi? Par son prix par exemple. Allez, ça suffit. C'est une entité GPA, donc on va utiliser donc entity. On va utiliser donc la notation ID, generated value, stratégie, etc. Identity. Puis on va utiliser donc Lombok pour tout ce qui est donc les getters, setter. Un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, et par exemple builder, la notation builder, et puis si vous voulez la méthode toString. Alors ensuite on va créer une interface. Dans le package on va appeler repository. Alors repository.
Donc on va créer notre interface Spring Data GPA. Voilà, donc product repository, extend GPA repository. L'entité qu'on va gérer c'est product et le ID le de type langue. C'est rapide, tout ça on sait le faire. Et puis donc je vais créer un REST controller dans le package web point product controller. Alors c'est un REST controller. Et puis donc on va utiliser product repository. On va faire l'injection via le constructeur. Et puis donc je vais créer quelques méthodes. Voilà, donc je vais retourner par exemple liste des produits product. Alors la méthode je vais l'appeler get all products, et cette méthode là, alors j'ai raté tout ça. Alors cette méthode là il va retourner tout simplement product repository find all, et après on va utiliser get mapping slash products par exemple. Voilà, ça c'est le endpoint. Alors on va insérer quelques données dans la base au démarrage. Je vais utiliser un command line runner dans l'application, return, et puis donc je vais utiliser je vais injecter product repository et product repository point save. Alors je vais créer un product product build. Alors je vais prendre le name, par exemple computer, et puis le prix, price par exemple. Donc j'ai un product, j'ai un deuxième et un troisième. Alors smartphone, ici printer, voilà, ici 1200, ici par exemple 300. Alors ça c'est des produits, donc en même temps je vais faire product repository find all, et puis donc je vais afficher la méthode toString. Donc j'utilise tout simplement south c comme ça. Find all for each. Voilà, système.out.println. Alors pour que cette méthode s'exécute, donc j'ai besoin d'utiliser la notation bin. Alors ça c'est notre application. Alors le fichier pour le moment application properties, donc j'ai besoin de spécifier le numéro de port de l'application. Je vais utiliser 8081 par exemple. Je vais utiliser donc pour l'application donc Spring Data Source URL jdbc de .h2 mem. Je vais l'appeler productsdb. Donc ça c'est la base de données. Voilà. Et puis donc j'ai besoin d'utiliser donc h2console enabled true, si vous voulez consulter la base de données en tout cas. Ça c'est les choses classiques. Alors si je démarre mon application pour le moment, alors bon, déjà parce que il y a Docker qui va démarrer, donc je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je vais arrêter. Alors vous remarquez déjà que nous avons un fichier compose YAML qui va par défaut donc démarrer Zipkin, oui. Alors Zipkin donc par défaut il utilise le port 9411. Après on va changer ce fichier Docker Compose
Alors je vais exposer ce port là sur le même port 9411. Donc si je démarre l'application, alors pour le moment c'est parce que Docker, voilà, donc l'application démarre. En fait Zipkin est démarré aussi parce que là Docker Compose va automatiquement exécuter Docker Compose app. Donc, et donc je peux consulter mon application localhost 8081 par exemple /products. Voilà, pour le moment ça marche. Alors je vais ajouter ici un autre endpoint qui permet d'accéder par exemple voilà quoi d'autre, à un service remote. Donc pour cela, donc je vais utiliser un exemple d'un service distant, par exemple placeholder, par exemple placeholder. Holder post par exemple. Voilà. Vous avez un endpoint normalement ici qui permet de vous retourner des posts. Chaque post est défini par user ID, title et body. Bon, ça c'est des données aléatoires. Alors en tout cas, donc je vais essayer d'appeler ce service là. Alors pour faire appel à ce service là, donc je vais devoir créer donc un package que je vais appeler modèle. Je vais d'abord créer une classe que je vais appeler post. Alors pour ne pas créer un post, donc comme c'est un DTO, de préférence d'utiliser un record. Alors ici donc je vais reproduire les mêmes attributs que j'ai ici. Donc j'ai user ID, title, body. Donc un entier ID, un entier user. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit user ID. Parfait. User ID. Et après un attribut string title et un attribut string body. Donc ça c'est notre modèle post. Et puis donc je vais ici donc dans mon ici dans le même contrôleur, bon je peux créer un autre contrôleur, je vais créer une méthode qui permet de consulter par exemple la liste des posts. Liste des posts. Alors donc je vais l'appeler donc all posts par exemple. Alors pour cela donc je vais utiliser REST client par exemple pour interagir avec un service REST. Donc je vais faire l'injection via le constructeur. Alors sauf que quand vous injectez REST client, il faudrait injecter le builder et puis vous utilisez ici .build. Et comme ça serait l'occasion de définir pour le REST client par exemple base URL. Et pour nous base URL ça va être ça. Alors base URL ça va être ça. Alors sans post. Voilà, c'est en fait l'URL de base. Et puis donc je vais ici directement utiliser return REST client. Je communique directement avec, je fais un get. J'envoie une requête avec get. C'est quoi l'URL? C'est /posts. Et puis je vais utiliser retrieve. Donc ça c'est pour collecter la réponse. Et puis on va spécifier body. Alors body donc ça doit être une liste de posts. Alors ici donc pour faire une liste de posts donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser new parameterized type. Voilà, c'est mieux. Sans définir, voilà, c'est comme ça. Sans rien définir, ça marche. Donc ici, vous voyez, donc il a compris qu'il s'agit de le résultat, ça doit être sérialisé sous forme d'une liste de postes. Voilà. Alors ici donc j'ai get mapping /posts et on va retester notre application.
Alors ce qui fait que donc j'ai deux endpoints. Le premier là c'est je consulte la liste des produits, donc ça c'est un service local. Et puis donc j'ai /post qui va lui va communiquer avec un service remote. Voilà. Ok. Alors maintenant si on fait maintenant local host 8080 post, ça marche. Donc vous voyez, donc je récupère, donc je communique directement avec mon service product service ici. Product service, c'est lui qui va communiquer avec ce service là pour récupérer les données. Bref, donc nous avons la base de l'application qui est là. Alors maintenant donc on va passer maintenant à l'observabilité. Alors pour l'observabilité, donc je vais d'abord commencer par Actuator. Ça c'est la base. Alors Actuator il est déjà déployé. Donc si vous tapez /Actuator, vous voyez, donc vous avez un ensemble de endpoints qui sont exposés par défaut, à savoir self, health et health path. Alors mais il y a plein de endpoints que vous allez devoir exposer, donc c'est pour cela, pour pouvoir les exposer, donc vous allez utiliser management, c'est pas ça, alors management c'est ça, endpoint web exposure, vous mettez étoile, c'est-à-dire je voudrais donc ça c'est je voudrais demander à Actuator d'exposer tous les endpoints de toutes les métriques si vous voulez possible. Bon après c'est pas forcément une bonne chose d'exposer toutes les métriques que vous n'allez pas exploiter. Normalement vous pouvez spécifier ici donc quelques métriques par exemple comme health, etc. Et surtout vous allez exposer Prometheus. D'ailleurs si vous mettez étoile, donc vous pouvez voir ce qui va se passer, comme ça vous êtes tranquille. Alors, donc, si vous faites Actuator, vous allez voir maintenant, vous voyez, donc vous avez plein de endpoints. Par exemple, si vous mettez beans, vous allez voir la liste des beans qui sont exposés, c'est-à-dire qui sont chargés dans l'application. Vous pouvez voir par exemple le cache, health, est-ce que c'est up ou bien down. Alors tout ça, c'est pour surveiller, surtout il y a des métriques. Alors si vous mettez les métriques, vous voyez, voilà, ça c'est important. Vous allez trouver un tas de métriques. Par exemple, le nombre de CPU utilisé, la mémoire utilisée, le temps d'utilisation du CPU, etc., etc. Donc vous avez donc plein de métriques. Alors ces métriques, forcément, par exemple, si vous utilisez Spring Security, vous allez voir, il y a d'autres métriques de Spring Security qui s'ajoutent. Donc tout ça, pour nous, on a besoin d'exposer des métriques pour Prometheus. Alors maintenant, sauf que Prometheus, lui, il va communiquer avec un endpoint particulier qui est exposé par Actuator. Et vous allez trouver ici, donc si vous mettez, voilà, elle est là, le endpoint Prometheus est là. Donc vous voyez, donc ça c'est ce qui nous intéresse pour Prometheus. Donc ça c'est-à-dire Prometheus, lui, il récupère toutes ces métriques. À chaque fois qu'il envoie la requête, il récupère toutes les métriques là, vous voyez. Il récupère les métriques, il récupère les valeurs, il utilise son propre format ici, et lui donc il va indexer ça dans sa propre base de données, et ça permet donc de rechercher, de visualiser graphiquement, etc. Donc ça c'est, vous voyez, donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est déjà fait. Donc l'essentiel c'est que vous avez ici Prometheus qui est exposé, c'est-à-dire plutôt les métriques sont exposées via donc Prometheus. Alors maintenant on va ici les exploiter. Alors pour cela donc nous aurons besoin donc de démarrer dans notre application Prometheus. Alors Prometheus. Alors pour cela donc nous aurons besoin de faire ça dans Docker Compose, c'est plus simple. Alors Docker Compose. Alors je peux laisser Zipkin si vous voulez. Bon, je vais arrêter l'application. Alors pour le moment je vais pas utiliser Zipkin, après on y arrivera. Donc ici
Alors si vous voulez également, voilà, donc je vais je vais faire ça. Alors donc voilà, maintenant on va faire quelques copier-coller. À partir de ça. À partir de ça. Voilà. Alors donc j'ai le compose et un. Alors ici je prends je vais les traiter un par un. Donc pour le méthode c'est ça. Comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, donc les services Prometheus. Donc ça c'est pour Docker. Donc voilà l'image Prometheus. Donc j'utilise pas une version particulière, donc j'utilise la dernière version. Le nom du conteneur, donc on va l'appeler Prometheus. Et après restart, donc c'est-à-dire si donc ça c'est-à-dire s'il y a un échec, il sera redémarré. Et puis donc les ports. Les ports, donc voilà, le port de Prometheus c'est 90-90, et puis donc il faut mapper le volume. Alors ça c'est important. On va supposer que maintenant nous avons besoin de configurer Prometheus. Alors pour cela, donc Prometheus utilise le fichier prometheus.yaml, et donc on aura besoin de définir ce fichier là. Alors ici donc je suppose que dans mon application, dans le dossier de l'application, je vais créer un folder, un dossier que je vais appeler Docker par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Docker, donc ça c'est les fichiers de configuration des outils lancés par Docker Compose, donc c'est toujours bien de. Alors Docker, à l'intérieur duquel je vais créer un dossier, un autre dossier que je vais appeler Prometheus. Voilà. Et à l'intérieur duquel je vais créer un fichier que je vais appeler prometheus.yaml. Vous voyez, c'est celui-là. On a besoin de ce fichier là. New file. Et maintenant qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichier là? On va mettre ça. Alors Prometheus YAML. CTRL C et je vous explique. Alors tout ça bien sûr je vous laisserai le repository sur GitHub, donc je laisserai le lien dans la description, comme ça vous pouvez consulter, faire des copies-coller, parce que c'est pas évident de taper tout ça. Donc ça c'est notre fichier. Voilà, on va le configurer. Alors d'abord bon, on va spécifier donc script intervalle, parce qu'en fait Prometheus il fait du pooling, c'est-à-dire il va faire un scripting, donc à chaque fois il va si vous voulez, c'est très simple. À chaque 10 secondes par exemple, il envoie une requête vers ça et il récupère ces données là actualisées qui sont exposées via en fait en réalité qu'est-ce qui les expose, c'est Actuator qui fournit ces informations, et puis on va les récupérer. Donc ici vous avez donc quelques paramètres comme par exemple script interval, comme evaluation interval, il va évaluer à chaque 10 secondes. Et après la configuration, on va créer un job name, on va l'appeler par exemple product service. Les métriques, donc ouais, donc c'est-à-dire sur Actuator, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse uniquement c'est les métriques qui sont exposées par ça /Actuator/Prometheus. Donc ça c'est le endpoint. Vous voyez, c'est ça, Actuator/Prometheus. Et puis donc pour ce service là, on va utiliser un scripting pour chaque 5 secondes, parce que c'est global, mais après vous pouvez, pour chaque job, vous pouvez définir le script interval. Et puis donc static config, donc ici, maintenant on aura besoin de, donc c'est-à-dire Prometheus, il a besoin de, on va dire de contacter, il va scripter quel service, où se trouve l'application qu'il va, c'est-à-dire qu'il va, sur lequel il va faire le pooling. C'est cette application, normalement vous aurez besoin, donc dans notre cas ça doit être, c'est le port de l'application, c'est 8081, et puis donc le host. Alors maintenant le host, alors maintenant notre application n'est pas dans un conteneur Docker,
Donc forcément ici, donc vous devrez mettre normal. Si vous mettez localhost, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que Prometheus il est dans un Docker, dans un conteneur Docker. Et ben, si vous lui mettez localhost, pour lui c'est localhost, c'est le conteneur lui-même. Donc il va pas contacter le service. Si vous mettez le nom du conteneur à condition si votre application soit dans un conteneur. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. C'est-à-dire je vais créer un Dockerfile et je vais mettre l'application dans un conteneur. Mais en attendant, pour le moment, si vous voulez que ça marche, vous mettez l'adresse IP de votre machine. Alors vous voyez bien, donc l'adresse IP de ma machine, elle est là. 192.168.1.10. Je peux la mettre ici. Donc c'est-à-dire je demande au conteneur qui héberge l'application Prometheus, chaque 5 secondes, envoie une requête vers cette machine sur ce port-là et récupère les données. Et voilà, donc ça c'est le label de l'application. Donc ici My Product Service Application par exemple. Voilà, alors c'est tout ce qu'il faut pour ça. Alors donc ici, maintenant je vais juste revenir sur l'application. Je vais revenir sur l'application et je vais désactiver Docker Compose, comme ça il ne va pas démarrer. Je vais le faire maintenant manuellement dans le fichier Application Properties. Donc je vais utiliser Docker Support Compose Enabled. Je vais mettre False. Et comme ça, si vous démarrez l'application, il ne démarre pas Docker Compose. Donc ce qui fait, maintenant on va le démarrer manuellement directement ici en utilisant Docker. Comme ça, on sépare maintenant les choses. Docker, la commande Docker Compose App. Donc, je rappelle que Docker Compose App, il va lire le fichier Compose. Il va démarrer donc les conteneurs qui sont déclarés. Pour le moment, il y a un seul conteneur qu'il va démarrer, c'est Prometheus. Voilà. Donc, ça suppose que Docker, vous l'avez installé, que c'est démarré. Il est là, vous voyez. Donc, Docker, comment dire, desktop. Voilà, il est démarré. Alors, je vais démarrer, voilà. Alors, il y a un problème. Alors, il nous dit que, voilà, donc le problème, c'est que j'avais déjà fait cette application et qu'il y a déjà des conteneurs, en fait, c'est-à-dire ce conteneur-là, ce nom de conteneur, il existe déjà. Donc, forcément, soit que je supprime les conteneurs existants, ou tout simplement, je vais commencer à nommer mes services, par exemple My Prometheus, comme ça. Voilà. Comme ça, je ne suis pas ramené à supprimer les conteneurs des exemples du passé. Alors ici, donc je peux l'appeler aussi le service My Prometheus. Voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est le nom du conteneur. Alors je démarre. Donc vous voyez donc que Prometheus est démarré. Normalement il le télécharge et après il le démarre. Et si vous voulez maintenant on va démarrer l'application. On va déjà tester Prometheus. Alors pour cela vous allez normalement en localhost. Alors le port c'est 9090. Il est là. Prometheus. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que normalement si tout marche bien, si vous arrivez là, vous pouvez voir quelles sont les métriques qui sont exposées. Vous voyez donc il a détecté, c'est-à-dire si vous avez la liste des métriques, par exemple ici, donc je vais chercher, je sais pas, je vais chercher par exemple système ou par exemple CPU. CPU process, par exemple CPU usage. Ici donc voilà, donc je vais, c'est-à-dire cette métrique là, je vais l'exécuter et je peux voir le graphe. Alors ici donc pour le moment vous voyez, parce que là ça fait pas très longtemps que ça a démarré, donc je vais exécuter. Alors j'ai ça. Alors maintenant pour la durée, ici c'est 1 heure. Vous voyez donc 1 heure c'est beaucoup. Je voudrais par exemple
visualiser uniquement ce qui est dans les 5 dernières minutes. Ça vous donne quelque chose comme ça. Et donc, en principe, vous voyez donc pour le moment, vous avez une idée sur l'évolution de l'auto d'utilisation des CPU dans votre service, par exemple ici. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Alors pour le moment, vous voyez donc déjà Prometheus il a une interface basique qui vous permet de scruter les métriques. Donc je peux changer ça. Je vais chercher d'autres métriques, par exemple memory, l'utilisation de la mémoire, par exemple. Memory, byte, max, tout ça. Alors, ici, par exemple. Voilà, donc j'exécute, je regarde le graphe. Alors ici, il n'y a rien. Non, c'est pas qu'il n'y a rien, il faut faire attention parce que vous avez déjà ça. Vous supprimez, vous faites exécuter. Donc vous avez, ça vous donne une idée sur les 5 dernières minutes. Voilà comment ça se fait l'évolution. Et vous pouvez maintenant, par exemple, ici de contacter votre application. Par exemple, si vous faites le localhost 80/post, par exemple, /products à 8081. Et après vous faites /post, par exemple. Faites actualiser, etc. Comme ça, vous pouvez, il y a de la charge sur le service. Et si vous regardez, vous pouvez voir ici, vous voyez donc le taux d'utilisation de la mémoire, ça augmente à ce niveau-là. Et après encore, ça reste constant. À un moment donné, après, vous savez, il y a le garbage collector qui va encore libérer et après ça revient, etc. En tout cas, donc ça c'est l'idée principale de Prometheus. Alors maintenant, vous pouvez vous amuser à chercher le nombre de threads, l'évolution du thread, donc pas mal de métriques. Et puis, vous pouvez créer vous-même donc vos métriques, c'est-à-dire dans l'application. Si vous voulez surveiller par exemple un indicateur particulier, vous pouvez le développer, l'intégrer avec Actuator, tout ça c'est possible, donc il n'y a pas de problème. Ou tout simplement vous créez un endpoint loin de Actuator et il suffit donc de l'indiquer dans la configuration. C'est-à-dire il suffit d'indiquer à Prometheus, voilà le endpoint que tu dois consulter chaque 5 secondes pour récupérer donc des mesures, mais sauf que il faudrait que ce que vous retournez, ça doit respecter le format de Prometheus. C'est-à-dire c'est ce format-là que vous avez ici. Oui. Ce format-là. Alors voilà. Alors maintenant, ça c'est pour la première étape. C'est fait. Alors maintenant, deuxième étape, c'est que je vais utiliser le Loki. Alors Loki, donc ça c'est un outil qui permet également avant même Loki, donc je vais d'abord commencer par Zipkin, donc c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le distribute tracing. Alors pour cela, j'ai besoin de tempo. Alors la dépendance de Zipkin elle est déjà déployée. Maintenant je vais ajouter tempo c'est-à-dire un autre fichier Docker Compose. Alors Compose il est là. On va lui ajouter ça. Voilà, c'est celui-là. Alors c'est quoi cette histoire là? Alors ça c'est notre non. Voilà, donc c'est Docker Compose YAML. Voilà, j'ai besoin de tempo. Alors tempo elle est là. Alors vous voyez donc tempo, on n'a pas besoin de démarrer Zipkin parce que tempo lui-même, il y a une image Docker qui va démarrer, donc c'est-à-dire le moteur de Zipkin. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors où est-ce que je vais le montrer? Ici. Voilà, ça c'est le premier service. Deuxième service, donc je vais faire ça comme ça, c'est-à-dire sur la ligne des services, CTRL V.
Alors la même chose, donc je vais l'appeler myTempo. Le conteneur, je vais l'appeler myTempo. Ça c'est l'image de tempo, donc la même chose, je garde la version par défaut. Ici donc les volumes. Alors d'abord le fichier de configuration de tempo, ça s'appelle tempo.yaml. Et puis donc les volumes. Alors maintenant pour les volumes, nous aurons besoin de créer la même chose, un fichier tempo.yaml dans lequel on va configurer tempo. Donc ça on va le créer et puis donc vous pouvez spécifier quel est le dossier dans lequel tempo va indexer les objets, c'est-à-dire quand il va sa base de données si vous voulez, parce qu'en fait tempo il stocke les données sous forme d'objets, donc forcément il va les indexer dans un dossier. Alors si vous voulez, on va créer un dossier, la même chose dans Docker, un dossier tempo. Alors ici je vais créer un dossier tempo. Alors dans ce dossier tempo, je vais créer le fichier tempo.yaml. New file. Alors maintenant, tempo.yaml, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, ce qu'on va mettre, c'est ça. C'est pas compliqué, la même chose, donc j'ai déjà préparé ça. Alors tempo.yaml. Voilà. C'est ça notre fichier de configuration. D'abord, on va spécifier le numéro de port, c'est-à-dire tempo il écoute sur le port HTTP 3200. Et maintenant les distributeurs, parce que comme je disais, donc normalement tempo peut utiliser des distributeurs. Donc Zipkin c'est un distributeur, mais on peut utiliser donc d'autres distributeurs. D'ailleurs si vous regardez, je vous recommande d'ailleurs de regarder, rien que vous tapez tempo Docker Compose par exemple, vous pouvez voir ici, vous voyez les distributeurs. Ici vous pouvez utiliser Jaeger, Tempo, plutôt OTLP, VGRPC, etc. Donc Zipkin. Donc vous pouvez utiliser ça, c'est ce qu'on appelle les distributeurs. Alors ici pour le moment je vais utiliser donc le distributeur, les receveurs c'est Zipkin, donc que je vais utiliser dans ma configuration. Et puis donc stockage, ici donc le back local, tempo, etc., etc. Donc ça c'est de la configuration en termes de stockage. Et c'est tout. Alors donc vous voyez, donc ça c'est l'information importante, c'est Zipkin. Alors du moment que Zipkin il sait que tempo il va faire le système de streaming, il le fait sur le port et il est là. Alors maintenant, quels sont les ports exposés par tempo? Il y a d'abord 3200, c'est pour tempo, donc ça c'est le port de tempo, vous voulez. Et puis donc le port 9411 pour Zipkin. Alors maintenant, ça c'est maintenant ils sont exposés. Si maintenant je vais arrêter, je vais faire CTRL-C pour arrêter Docker Compose, donc il arrête, je redémarre Docker Compose App. Alors cette fois-ci donc il y a deux conteneurs qui sont démarrés. Donc d'ailleurs si vous regardez une autre console, si vous tapez Docker PS, vous pouvez voir pour le moment, vous voyez donc Prometheus il utilise le port, vous voyez donc ici 90-90, vous avez bon, ça c'est PHP mais ça ne concerne pas. Vous avez ici vous avez tempo qui expose donc voilà les ports, il y a 3200 et puis 9411. Parfait. Alors c'est ce que nous avons pour le moment dans les services. Alors c'est démarré. Alors sauf que si maintenant si vous allez vers tempo, vous n'allez pas trouver une interface graphique qui vous permet de consulter les traces. Si vous faites ici comment dire, si vous faites normalement, si vous avez démarré Zipkin, Zipkin il a une interface, c'est-à-dire si vous avez démarré le conteneur Zipkin, il démarre avec une interface. Ici on n'a pas besoin. La même chose pour tempo 3200, on n'a pas d'interface. Donc pourquoi? Tout simplement parce que maintenant la configuration elle est faite pour consulter tout ça avec Grafana, parce que de toute façon toutes nos interfaces, la seule interface qui va nous permettre
superviser ces Grafana. Donc ce qui fait, donc je vais tout à l'heure démarrer Grafana, donc pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Alors justement, c'est ce que je vais avant de faire Grafana, on va d'abord terminer pour le cas de Loki. La même chose, et après on termine par Grafana, comme ça on va gagner du temps. Alors pour d'abord pour Loki, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'affaire de Loki, c'est tout simplement c'est l'affaire de configuration de log, du système de log. Donc je vous rappelle juste que en fait Spring utilise logback par défaut, donc il va vous loguer vos messages, etc. Alors si vous voulez dans la console, alors si vous voulez configurer votre système de log, ben, ce qu'on va faire, il suffit d'aller vers le fichier ressources, le dossier ressources, resources, et après vous créez le fichier logback.xml, si ce n'est pas l'inverse, logback.xml. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce fichier là? Eh ben, il faut mettre ça. Alors ça c'est, je vais vous expliquer ça ici. C'est l'inverse, logback Spring XML. Alors le fichier, je vais le renommer, rename. Donc logback Spring XML. Alors on va mettre ça. Donc ça c'est la configuration du système de log. Alors donc pour le système de log, on va ajouter ce qu'on appelle les appenders, c'est-à-dire les plugins qui vont, bien les extensions qui vont permettre de loguer. Alors par défaut, normalement ce qui est utilisé c'est on va dire console appender, c'est-à-dire l'appender qui permet de loguer dans la console. Alors ici donc je vais utiliser ça. Donc vous voyez, donc ça suppose maintenant que vous avez ces dépendances dans votre projet. Ben, c'est ce que nous avons maintenant, on ne l'a pas, parce que sur Spring Starter on n'avait pas une dépendance de Loki, donc forcément on va l'intégrer maintenant manuellement. Alors c'est ce que je vais faire. Donc dans le fichier pom.xml vous allez devoir ajouter Loki. Je devrais l'avoir ici, elle est là. Voilà. Alors vous pouvez chercher ça, Loki Maven Dependency, vous pouvez la trouver facilement. Donc ça c'est Loki. Vous voyez, donc logback appender, vous devrez avoir ça actualisé. Une fois que vous l'avez et le tour est joué. Alors maintenant, si je reviens vers logback, je complète l'explication. Ben, tout simplement, on va demander en quelque sorte d'utiliser cet appender là dans notre application, et à chaque fois qu'on log quelque chose, ben, tout simplement il va être envoyé vers Loki. Et forcément Loki, donc il va organiser ces données, et après on va les exposer via Grafana pour pouvoir consulter tout ça. Alors ici donc voilà l'URL. Alors l'URL, donc voilà, c'est Loki. Alors ça suppose ici que notre, c'est-à-dire on va pousser en quelque sorte, c'est-à-dire on va demander à notre application Spring de pousser c'est-à-dire les logs vers cette adresse. Alors Loki utilise par défaut 3100. Alors je reviens ici. Alors ici donc il me faut d'abord ajouter Loki à Docker Compose. Alors Docker Compose, elle est là je pense. Voilà, les services. Alors maintenant on va l'appeler la même chose, myLoki. Le contenant on va l'appeler myLoki. Et donc le fichier de configuration, donc il n'y a rien à configurer ici, on va utiliser la configuration par défaut.
Et puis donc le port de Loki c'est 3100. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant au niveau du système de log, on va demander à Loki4j appender, à chaque fois qu'il y a un log, bah, tu le pousses vers cette adresse là 3100, c'est vers Loki. Alors maintenant la même chose, notre application maintenant il n'est pas encore dans un conteneur, donc on est obligé de faire ici localhost, c'est-à-dire on va demander de pousser, ça suppose que les conteneurs sont exposés en local. Et comme je disais, à la fin, on va mettre l'application elle-même dans le conteneur, et après, comme ça, on va mettre que les noms des conteneurs. Donc ça, c'est important. Voilà, et après, vous pouvez donc formater qu'est-ce que vous voulez loguer. Donc, application, le nom de l'application, le hostname, les levels, et après, donc, voilà, les messages. Bon, globalement, ça, c'est de la configuration du log. Donc, ici, voilà. Donc, ici, on va loguer. À chaque fois qu'on met info, on va la référence vers ça. Donc c'est quand vous mettez log.info, bah, votre log il va vers ce appender là, qui est tout simplement qui va faire quoi, qui va pousser le log vers ça. Voilà, alors ça c'est l'histoire de Loki. Alors si on arrête notre Docker Compose, CTRL C, alors si vous voulez, bon, si vous voulez démarrer donc Docker Compose en arrière-plan, vous pouvez utiliser -D. Mais pour le moment, je ne vais pas le faire parce qu'à chaque fois, j'ai besoin de voir un peu, je vais le faire, hein, -D. Normalement, si vous faites ça. Alors, sauf que si vous le faites, vous voyez, donc ça démarre, je vois plus rien. Ma console est libérée. Donc ce qui fait que si je veux voir ce qui se passe, si vous mettez docker ps, vous voyez donc les services, donc Loki il est démarré, etc. Si vous voulez voir les logs, mais tout ça c'est docker. Si vous voulez voir les logs, vous pouvez utiliser docker logs. Par exemple, si vous voulez voir ce qui se passe sur Prometheus, vous pouvez voir, ça c'est Prometheus, ça c'est Loki, my Loki. Ah, ça c'est pas, c'est plutôt my Prometheus, je pense. Voilà, my Loki, etc. Si vous voulez voir est-ce que tout marche bien, et pas de problème, il écoute. Mais en tout cas, ça c'est Docker. Donc vous voyez, donc on a démarré. Et donc, si on a démarré, maintenant il faut voir est-ce que bon, en tout cas il n'y a pas d'exception. Je redémarre mon application ici. Alors l'application est démarrée sans problème. Alors maintenant, d'ailleurs vous remarquez déjà que ici donc on spécifie donc pour chaque log, on log le nom de l'application, le host, parce qu'on a demandé ici, oui, c'est le host name et les level, oui, donc ici, bon, après, bon, tout ça c'est maintenant, nous avons nos logs qui sont comme ça. Alors maintenant, sauf que pour le moment, nous avons tout ce qu'il faut, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc j'ai mon application, il va loguer sur Loki. Alors maintenant, qu'est-ce qui me reste? Le dernier outil, c'est Grafana. Alors justement pour visualiser donc ces logs, donc j'ai besoin d'ajouter Grafana. Alors Grafana la même chose, donc on va l'ajouter dans Docker Compose. Alors c'est ce que je vais faire. Docker Compose. Grafana, elle est là. CTRL C. CTRL V. Alors Grafana c'est dans Compose YAML. Voilà, CTRL V. Alors je vais l'appeler my Grafana service. Le conteneur je vais l'appeler my Grafana, ça c'est le nom de l'image. Voilà, donc la même chose, restart. Le port maintenant de Grafana c'est 3000, ça c'est important parce que ça c'est notre interface, c'est notre front-end d'observabilité. Donc vous avez, si vous voulez, on crée des links vers ici. Bon, ça c'est bon, à vrai dire, bon, parce qu'on est
je pas besoin, parce que normalement quand vous créez des conteneurs, vous pouvez faire des liens entre les conteneurs, vous pouvez créer un réseau, etc. Mais là ici, donc je vais utiliser, comme j'utilise le network par défaut, donc forcément je n'ai pas besoin. Alors maintenant les volumes, voilà, le volume. Alors maintenant, ça c'est important, c'est que maintenant on va mapper le fichier qui s'appelle le dossier Grafana, qui devrait se trouver dans le dossier Docker, vers le dossier qui est utilisé par Grafana. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, ce qu'on va faire, c'est que tout le contenu de ce dossier là, il va le transférer vers le dossier ici, les data sources, parce qu'en fait maintenant on doit configurer Grafana pour créer des data sources. Si vous voulez pas les créer manuellement via l'interface, on va les configurer directement ici. On va créer un dossier Docker dans lequel il y a le dossier Grafana. Donc la même chose ici, Docker, new folder Grafana, et donc Grafana, donc on va créer les data sources. Je vais créer un fichier qui s'appelle data source, comme ça, XML, ah non, YAML, YAML. Alors le contenu de ce fichier là, il est important, je vais le chercher. Alors YAML, alors Grafana data source, CTRL C, voilà. Alors maintenant, donc je vais définir des data sources. Pourquoi? Parce que ici, comme vous le constatez, bon, Grafana, il a besoin de, c'est un dashboard qui va recevoir des données à partir de ce data source. Ça c'est le premier data source, c'est Prometheus. Le deuxième data source c'est Tempo, et le troisième data source c'est Loki. Donc il va falloir lui indiquer où se trouvent ces outils là avec les adresses, etc. Alors d'abord pour Prometheus, donc je vais créer un data source que je vais appeler my Prometheus data source. Je peux l'appeler comme ça, my Prometheus data source. Le type c'est Prometheus, proxy, c'est-à-dire l'accès sous forme de proxy. L'URL, alors maintenant l'URL c'est ça. Alors l'URL, maintenant du moment que Grafana se trouve dans un conteneur, donc j'ai besoin de spécifier donc le nom du conteneur. Mon conteneur s'appelle myPrometheus. Prometheus, le port 9090. Éditable, false, alors JSON data, post, donc la méthode qu'il va utiliser, post, globalement, tourist ID, tempo. Alors en tout cas, donc ça c'est pour, on peut toujours entrer dans les détails, mais ça c'est la structure d'un data source. Et après je vais créer un autre data source que je vais appeler myTempo. Alors de type tempo, proxy, etc. Maintenant, tempo se trouve sur le conteneur qui s'appelle mytempo. Le port c'est 3200. Et la même chose, donc je laisse les paramètres par défaut. Voilà, JSON data. Alors c'est quoi ça? Alors tempo 3200 http get logs. Alors data source id c'est Loki, data source id. Voilà. Donc le data source id, normalement on n'a pas besoin de ces petits détails. Après donc je reviendrai pour voir, mais en tout cas je reviendrai pour voir est-ce que c'est nécessaire de spécifier le data source ID qui est bien en relation avec Loki, parce que je vois pas l'intérêt pour le moment, mais je vais y revenir tout à l'heure pour donner plus de détails. En tout cas, donc le plus important c'est de spécifier où se trouve tempo, et puis la même chose ici, je vais créer un data source my Loki. Donc ici Loki, voilà le ID, proxy, donc voilà le conteneur s'appelle my Loki
3100 et voilà. Donc je garde les choses par défaut. Donc vous allez faire des copier-coller, vous regardez sur la documentation de Grafana, vous allez trouver beaucoup de détails sur ça. Mais ça c'est la configuration à faire. Alors maintenant, si cette configuration est faite, ben on va démarrer. Alors on va démarrer. Grafana il est là. Voilà. Donc on va maintenant vers notre console. Ben, comme on avait arrêté, on l'avait démarré avec app, on va utiliser down. Alors, et après je fais la même chose, donc je fais docker compose app. Alors bon, je mets pas, c'est-à-dire moins de d, donc je laisse, donc je regarde juste, je surveille ce qu'il n'y a pas de, bon, il n'y a pas d'exception, tout démarre normalement. Alors maintenant, on va regarder l'ensemble. Maintenant voilà ce qui vous intéresse, en tout cas quand vous êtes en entreprise, vous êtes un administrateur qui va surveiller toutes les applications via cette interface là, via Grafana. Alors, donc l'état de notre application. Voilà, alors on va taper maintenant localhost 3000 et voilà Grafana. Alors ici donc on avait démarré le conteneur avec un utilisateur, ça c'est la partie sécurité, admin avec un mot de passe password. Donc je dois taper admin, ici password, m'authentifier. Alors, je sais pas si vous aimez un peu les interfaces simples comme ça. Moi ça me dérange un petit peu comme ça. Donc je vais changer le thème. Alors pour changer le thème, ça doit se faire. Alors c'est pas ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors c'est ici. Je crois dans le profil. Alors, thème, voilà, je vais utiliser light. Voilà, pour moi c'est comme ça je vois beaucoup de choses. Voilà, alors ça c'est notre maintenant interface Grafana. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben, on va directement ici, on va vers les explore, on va explorer. Vous voyez, donc quand vous mettez explorer, c'est comme si vous dites à Grafana, d'après ta configuration, donne-moi les data sources. Bah, ils sont là. Vous voyez donc les data sources qu'on avait créés, MyTempo, MyLoki, ils sont là. Donc d'abord, si on veut voir ce qui se passe sur le premier, c'est Prometheus. Voilà. Alors sur Prometheus, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vous rappelle que Prometheus, il est fait pour quoi? C'est pour surveiller les métriques. Alors maintenant, avec Grafana, ben, vous voyez, donc ici vous spécifiez d'abord quelles sont les métriques. Vous voyez, donc là il a bien récupéré la liste des métriques. Je prends par exemple le CPU usage comme ça, pour quelle voilà, pour quelle l'application. Donc c'est ici, donc c'est application, et là le nom du service, parce qu'après vous allez faire la même chose pour tous les microservices. Donc c'est à dire, c'est à vous de spécifier quel microservice que vous voulez surveiller ici. Et après vous exécutez ici donc cette requête et vous pouvez voir, vous voyez, donc ça c'est Grafana. Donc vous voyez, donc maintenant je suis en train de visualiser ça. Alors je peux spécifier ici last hour, je vais mettre last 5 minutes par exemple, comme ça je vais avoir quelque chose comme ça. Ben, et puis donc maintenant, si vous voulez sur Grafana, vous pouvez mettre par exemple un refresh chaque 5 secondes, vous laissez votre interface, bon, ce qui fait que automatiquement chaque 5 secondes, vous voyez, donc ça vous montre en temps réel, en quelque sorte sur un intervalle de temps de 5 secondes, ce qui se passe par exemple pour l'évolution des CPU. Donc ça, par exemple, dans votre application en production, c'est important de voir, c'est-à-dire de la surveiller dans un laps de temps. Alors, et après vous pouvez voir les autres. Alors ici donc les autres métriques. Alors ici par exemple, on peut voir la mémoire.
les threads, par exemple le nombre de threads, les threads activés. Normalement, ça doit être constant. Vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose à voir, c'est constant. Disque, c'est-à-dire le disque, l'utilisation du disque sur les 5 dernières minutes. Vous voyez donc que ça décroît. Alors, etc., etc. Disque total. Bon, bref, donc, et HTTP par exemple, ça c'est important. Si vous voulez voir par exemple les requêtes HTTP, surveiller les requêtes HTTP count, HTTP server requests, par exemple, count par exemple, vous pouvez voir là ça évolue, c'est normal. Alors ici donc si vous voulez tester, vous allez vers le service, vous appuyez sur post, get, etc. Vous faites des comme ça, product, et ici donc si vous regardez, vous allez voir que ça va augmenter, c'est-à-dire le nombre de requêtes, mais ça c'est le total. Le total généralement ça vous indique pas grand chose, mais ici donc active count HTTP client par exemple, ça peut être intéressant. HTTP active seconds, ça c'est la somme count max request par seconde. Voilà, request par seconde count. Alors ici donc vous voyez c'est constant. Après donc je vais ici de faire refresh, et après si je reviens, ça devrait normalement augmenter. Non, si donc je vois ça s'il est en tant que client, mais normalement si je fais en tant que serveur, HTTP request server HTTP server request active, chaque fois qu'il fait refresh, vous voyez donc c'est un peu compliqué, donc bon, j'aurais pas dû faire ça, alors je vais faire off ici, donc HTTP server request active seconde count. Voilà, alors ça donne quelque chose comme ça, et après donc maintenant à chaque fois où vous voulez rafraîchir, vous appuyez sur run, ça vous évite de... Alors voilà, donc ça c'est, on a réglé le problème, voilà, de Prometheus. On sait comment surveiller les métriques, qui sont exposées par Actuator via Grafana. Alors maintenant la deuxième étape c'est comment surveiller, donc vous voyez via Grafana, je vais voir les logs, MyLoki. Alors pour les logs, eh bien on va regarder ici run query, je vois rien. Alors ici donc vous utilisez tout simplement, il faut qu'on démarre l'application, tout à fait, parce qu'on a en fait on a configuré, mais il faut démarrer l'application pour avoir des logs, donc c'est ce que je vais voir. Alors je démarre l'application, je redémarre, parce que sinon de toute façon pour le moment il n'a rien reçu. Donc c'est au démarrage de l'application, j'ai des logs qui vont partir, et on va regarder est-ce qu'on arrive à voir ces logs là. Alors maintenant MyLoki run, voilà, c'est host applique, voilà exactement. Alors maintenant ça devrait marcher, donc je vais spécifier donc application, et après le nom du service, voilà, il est là, et après j'exécute, et vous voyez les logs, ils sont là. Donc vous voyez, ça c'est intéressant. Donc je vais, quelque chose que je dois réduire, je sais pas quoi, c'est pas ça, pour voir mieux, voilà. Donc j'ai les logs. Alors maintenant on va provoquer par exemple une exception.
voyez donc pour voir les choses, alors je vais désactiver la connexion internet et je vais tenter d'accéder par exemple la liste des postes. Vous voyez donc j'ai une exception. Alors cette exception là on va regarder si on peut la voir. Vous voyez ici. Alors pour le moment je l'ai pas encore parce que ici alors parce qu'en fait il y a un alors ici pas une heure, je vais prendre les 5 dernières minutes. HTTP Neo. Alors pourquoi j'ai pas ça? Si. Donc c'est parce qu'en fait il y a un time qu'il faut attendre pour qu'il puisse faire le pool. Donc c'est-à-dire tempo plutôt c'est ça. Loki il dispose d'un time out, c'est-à-dire d'un intervalle de temps. Donc vous voyez ici, donc je vois bien il y a une exception qui s'est produite et voilà un non-host exception, donc c'est ça. Alors ça c'est intéressant. Alors vous voyez donc ça c'est pour notre système de log, on arrive à le centraliser sur Grafana. Donc je peux consulter pour n'importe quel service, donc je vais avoir à spécifier mon service. Alors je me perds parfois dans ce genre d'interface. Donc ici, voilà, c'est ici. Alors je spécifie le microservice ou bien le service, et puis donc vous pouvez donc consulter les logs, etc. Alors si vous faites live c'est-à-dire c'est en streaming, donc en quelque sorte, c'est-à-dire maintenant si vous faites en live, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la connexion entre Grafana et Tempo, il est temps réel. C'est du streaming, donc c'est-à-dire dès qu'il y a des informations qui arrivent, on les voit directement sur Grafana. Alors ici pause, voilà. Alors voilà, alors ça c'est pour MyLoki, Loki, et puis donc le dernier c'est maintenant c'est Tempo. Alors Tempo c'est le distributed tracing, donc je vous rappelle que derrière pour Tempo, derrière il y a Zipkin qui reçoit les traces. Alors maintenant pour Tempo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va maintenant on va chercher. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des requêtes. Par exemple, je vais envoyer un post. Alors je vais activer encore la connexion. Donc maintenant Tempo ou bien en fait via Zipkin, on va surveiller surtout ça, les interactions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, c'est-à-dire quand j'envoie une requête, quand il y a une requête qui est HTTP qui rentre ou bien qui sort, ben, il va la tracer. Il va la tracer sur Zipkin. Donc les interactions avec le monde extérieur. Alors ici donc je vois ici les posts, je vois par exemple les products. Alors je reviens vers Grafana. Et ben je fais tout simplement, je vais chercher. Ici vous avez quelque chose qui s'appelle voilà query. Déjà encore il faut que je cherche dans cette interface. Alors je vais chercher comme ça, et vous voyez donc quand vous cherchez vous cherchez donc ce qu'on appelle les trace ID. Alors ici si vous regardez ici parce qu'en fait vous avez donc les traces, vous avez déjà il y a actuator, c'est-à-dire il y a c'est-à-dire il y a Prometheus, parce qu'en fait il y a plutôt Prometheus qui envoie des requêtes vers le ça, c'est-à-dire il y a des requêtes qui arrivent de Prometheus, il y a des requêtes qui arrivent de là, il y a des requêtes qui sortent de là. Alors moi ce que je veux, parce qu'en fait comme les requêtes Prometheus c'est des poolings, chaque 5 secondes il y a une requête, donc vous allez trouver il y a beaucoup de requêtes Prometheus. Alors maintenant ce que je vais lui dire, je vais filtrer, donc je vais lui dire donc quel service qui m'intéresse, c'est observabilité, voilà, c'est le nom de mon application. Qu'est-ce qui m'intéresse c'est-à-dire comme endpoint. Si vous voulez surveiller que ce endpoint là, vous pouvez le chercher. Sinon je vais mettre Prometheus, mais je vais mettre différent.
différent au lieu de égal. C'est-à-dire, affiche-moi les touristines ID qui sont différents de... Donc, vous voyez ici, donc j'ai product. Si je clique là-dessus, ben, je peux consulter donc les traces. Donc, je vois bien, hein, ici, pour ce service-là, j'ai une requête HTTP qui a été envoyée. Donc, voilà les attributs. Donc, slash product get vers... voilà, donc le host, success, la requête, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, je vais ajouter encore des requêtes de type, par exemple, post 1, 2. Alors, je reviens encore ici. Je fais une recherche ici. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ben, vous allez remarquer en fait que la requête, elle n'est pas tracée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, actualiser. Alors, donc ici, donc je cherche ça, différent. Alors, quels sont vous avez que ça et ça. Alors, différent. Alors, ça veut dire que la requête post, il n'est pas observé. Alors, c'est normal parce qu'il nous faut une petite configuration. Alors, je crois que j'ai oublié. Bon, vous voyez donc déjà ici, il y a quelque chose qui cloche. Bon, ça c'était l'erreur de tout à l'heure. Alors, ici dans le fichier Application Properties, donc on avait fait ça, mais il va falloir ajouter dans le fichier Application Properties quelques paramètres de configuration. Voilà. C'est ça. Donc d'abord les détails. Ici, c'est ça, c'est Management Metrics HTTP Server Request True. C'est-à-dire, là, vous voulez lui demander de... c'est-à-dire de... Voilà, d'activer donc les métriques de HTTP Server. Alors ça, c'est la probabilité égale à 1, login pattern, management zipkin. Alors ça, c'est tempo. Ah, d'accord. On n'avait pas défini ça. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, je pense que maintenant, notre zipkin ne marche pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans notre configuration, nous avons... Il faut indiquer, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un push. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il y a une action qui se produit. Ben, l'application, il va envoyer la requête vers Zipkin. Vous voyez, donc vers Tempo, si vous voulez. Alors, maintenant, le endpoint, il faut indiquer donc à Zipkin, c'est-à-dire quand on va envoyer que le Zipkin, il se trouve où? Ben, il se trouve parce que par défaut, c'est localhost. C'est-à-dire la configuration par défaut, il utilise localhost. Et comme notre application n'est pas encore dans un conteneur, donc il n'arrivera pas à contacter le conteneur. C'est-à-dire on ne peut pas contacter un conteneur via son nom dans une application qui n'est pas dans le Docker Engine. Donc ce qui fait ici, donc si vous voulez que ça marche, je vais mettre ici localhost pour le moment. Et après, on va changer via le nom. Donc je redémarre l'application. Alors ça, c'est le petit détail qui manquait. Alors maintenant, je vais, voilà, actualiser. Alors maintenant, si on actualise, on va y chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher donc ici le service. Donc vous allez d'ailleurs voir cette fois-ci, je vais lui demander de m'afficher toutes les traces ID qui sont différentes de ça, de Prometheus.
Voilà, pour le moment, donc je cherche tous les statuts et je fais une recherche. J'ai pas fait attention. Alors ici c'est localhost. Je redémarre. Alors je redémarre. Alors maintenant, si vous actualisez Tempo, vous allez devoir avoir quelque chose de mieux. Alors ici donc le service que je vais surveiller. Alors ça c'est, je voudrais surveiller les endpoints qui sont différents de Prometheus. Et puis je vais ben voilà, donc je vois ici par exemple pour voilà, j'ai le Tourist ID et je peux voir par exemple pour post, je vois bien la requête qui est envoyée. Alors ici donc voilà les informations vers quel service, donc vous voyez donc l'état de la requête c'est 200 post, etc. Bon bref, donc ici je vois ça, il n'y a pas de problème. Si j'en vois encore d'autres requêtes actualisées, donc je vois 3 requêtes que j'ai envoyées, ben je reviens ici encore. Alors je fais cette recherche là, search ici. Alors forcément donc on n'est pas dans le temps réel, donc il y a un laps de temps qu'il faut attendre parce que comme je disais donc le système ici Tempo il utilise un système de pooling. Alors normalement ici il y a push, les informations arrivent là, donc Tempo il va pooler et après bon il y a Grafana qui pool également, donc ce qui fait il faut attendre un peu quelques laps de temps. Alors j'ai pas vu que est-ce qu'on a configuré ça sur combien de secondes. Allez, actualiser, chercher. Alors, post. Voilà. Donc, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai un temps qu'il faudrait régler. Alors, ça, c'est donc la requête. Et vous avez les informations sur la requête, sur les attributs. Alors bref, donc ça, on voit bien les traces de toutes les, on va tracer toutes les requêtes qui sont entrantes et sortantes de ce service-là. Et ça nous permet donc c'est-à-dire de dessiner une cartographie des interactions entre les microservices. Alors tout ça, c'est des éléments importants. Donc je pense que tout marche bien. Alors maintenant, il reste juste un petit détail. Bon, c'est d'abord c'est que on va ici mettre notre application également dans un conteneur et on va reconfigurer un peu les choses. Donc pour cela donc je vais créer un Dockerfile pour mon application. New file, Dockerfile, ça c'est pour créer une image Docker pour notre application. Alors pour une application Spring, donc je rappelle que pour créer en fait le Dockerfile, je vais utiliser le suivant, Dockerfile. C'est fait. Alors je vais utiliser une image qui est basée sur Java 21. Je fais tout simplement, je vais chercher le fichier .jar. Dans Target, je vais chercher le fichier .jar. Je vais le copier dans le fichier app.jar et puis je vais exécuter la commande java-jar app.jar. Donc ça c'est le conteneur, c'est l'image Docker. Mais ça suppose qu'on a généré le jar de l'application. Alors pour cela, il faut aller vers Maven. Lifecycle et vous mettez package. Alors je rappelle que package, qu'est-ce qu'il fait? Il permet
de générer le package de l'application. C'est-à-dire dans le dossier normalement target, on devrait trouver le jar de notre application, elle est là. Et bien, si ce que va faire Docker, c'est qu'il va copier, il va vers de target les fichiers .jar, étoile le fichier .jar, n'importe quel fichier .jar, il va le copier dans combien un seul dans un fichier qu'on va appeler app.jar et après on va le démarrer. Donc ça c'est notre image Docker pour l'application. Maintenant dans Docker Compose, on va donc démarrer notre application, notre service. Voilà. Alors le service, on va l'appeler My Product Service. Alors maintenant, il n'y a pas d'image, mais on va la construire. Donc on va utiliser c'est build. Alors build sur quelle image? C'est ./ Il va chercher automatiquement le fichier Dockerfile. C'est-à-dire dans le dossier de l'application, il va chercher le fichier Dockerfile, qui est celui-là. Et après, il va utiliser la commande build de Docker pour construire l'image. Alors ici, donc, container name, on va lui donner le même nom pour rester dans la même logique. Et puis donc les ports, bah, déjà restart, on va mettre always. Donc c'est-à-dire si pendant le démarrage, si vous voulez pendant le démarrage, si il démarre, parce que par défaut quand il démarre, il va essayer de loguer les messages sur par exemple Loki, et puis il trouve que Loki n'est pas démarré, vous pouvez toujours il va échouer, mais après si vous lui dites always, donc il va essayer de redémarrer jusqu'à ce que tout marche bien. Sinon je vais utiliser ici depends on directement le service. Alors je dépends du service, par exemple le Loki. Pas que je l'ai fait ici. Tempo Loki, etc. Je peux mettre plusieurs. C'est une façon de dire, donc ne démarre pas ce service jusqu'à ce que le tempo Loki soit démarré. Et voilà, c'est tout. Et les ports. Alors les ports ici, donc c'est le port 8081 en interne. Je vais l'exposer sur le port 8081 en externe du conteneur. Alors maintenant j'ai, c'est-à-dire mon application elle est conteneurisée. Maintenant je vais l'arrêter, mais je dois changer les choses. Alors maintenant il faut changer dans la configuration, parce que dans le fichier déjà application properties ici on peut pas mettre localhost parce que sinon ça va pas marcher. Alors maintenant on va vers le service qui s'appelle mytempo. Donc vous voyez donc ici on va se connecter vers un conteneur qui s'appelle mytempo, parce que maintenant un conteneur peut contacter un autre conteneur via son nom. Donc ici ça va marcher, ici il n'y a pas de problème. J'ai aussi dans le fichier data source, donc là ici il n'y a pas de problème, ici il n'y a pas de problème, pas de problème, il n'y a pas de localhost. Ici par contre il y a problème. Rappelez-vous tout à l'heure j'ai toujours gardé c'est-à-dire je suppose que premier temps s'il va chercher à se connecter vers cette adresse IP, maintenant on va la remplacer par le nom de notre service qui s'appelle, le conteneur s'appelle My Product Service. Voilà, ça c'est bon maintenant. Et puis donc et puis l'autre c'est tempo. Alors tempo ici donc il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est tout. Et il y a Grafana, non c'est déjà fait. Alors je pense que c'est bon. Voilà. Voilà, donc ce qui reste c'est démarrer l'application. Alors je fais CTRL-C.
là je vais utiliser Docker Compose app, cette fois-ci avec l'option build. C'est-à-dire s'il y a une image qui n'est pas construite, il va la construire. C'est le cas ici. Parce que nous avons ici il n'y a pas d'image, donc ici on va lui demander d'aller chercher dans le dossier local le fichier Docker file et il va construire l'image. Oui, ici. Alors Docker Compose app. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Docker Compose S. Alors ici MyService dépend Loki invalide, donc là quand il y a plusieurs il faut pas mettre les tirets. Alors il n'y a pas de tempo. S'il y a my tempo et my Loki. Voilà. Alors maintenant d'ailleurs vous voyez que l'application est démarrée. L'application Spring elle est démarrée, tout est démarré. Donc une seule commande pour démarrer tout ça, c'est Docker Compose app. Alors il y a une exception, on va la surveiller. Alors il n'arrive pas à contacter. Vous voyez, donc nous avons un localhost au niveau de web client rest template. Voilà, c'est ça. Alors ici nous avons toujours localhost pour Zipkin. Voilà, nous avons ce problème encore, il faut qu'on le règle. Normalement ici je l'ai changé. Alors j'ai toujours ce problème. Alors ici localhost 94. Alors management Zipkin endpoint. Alors donc j'ai enregistré, il faut que je reconstruis, je fais clean package. Alors pour reconstruire le jar, j'arrête l'application. Et je refais le travail. Bon, a priori, donc, tout devrait marcher sans problème. Alors, pour vérifier, donc, vous voyez, donc ça, c'est tout le système est démarré. Tout ça, c'est des conteneurs. Alors maintenant, pour cela, pour voir ça, donc déjà voir, je vous rappelle que Prometheus, donc, il a une interface, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc, vous voyez ici, donc, ça tient, il n'y a pas de problème. Grafana, elle est là, donc localhost 3000. Alors ici les explore. Alors explore, donc pour déjà Prometheus, donc on a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Ici on va spécifier quelle métrique. Donc ici CPU et quelle application service. Je vois ici donc voilà, donc j'ai mes données. Alors ça c'est pour un jour, ça donne ça, mais pour une heure. C'est pour cela ça nous donne également les anciennes informations. Mais si vous vous intéressez au dernier, donc vous mettez par exemple 5 minutes, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors ça marche. Alors pour Loki, donc pour les logs, alors il y a les logs. Alors sur les 5 minutes, non, il y a quelque chose qui cloche. Sur les 15 minutes,
Ces logs ne m'intéressent pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche pour le Loki. Alors, s'il n'y a pas d'exception. Voici, il y a une exception. Alors, vous voyez donc ici, alors, pour cela, on a toujours un localhost 3100. Ça, c'est dans My Product Service. Alors, il faut remplacer ce localhost par... ouais, c'est dans le log, l'appender. C'est ici. Vous voyez, donc, petit détail. Alors, My Loki. Ça, c'est pour le log. Ah. My Loki. Alors, ça, c'est fait. Il faut encore faire clean. Package, clean et package. Comme ça, on est sûr de supprimer l'ancien jar. On génère le jar. J'arrête l'application. CTRL C. Pour le moment, comme ça. Je démarre à nouveau l'application avec build. Voilà, j'actualise. Donc, My Loki, je regarde les logs, donc pour le moment, il n'y a rien. Alors, je dois spécifier donc ça, c'est l'application. Alors maintenant, je dois regarder. Je vais faire provoquer par exemple une erreur. Comme ça, je suis sûr d'avoir un log. Voilà. Je vais l'activer. Là. Déjà, de toute façon, ça marche pas. Regardez. Ah, ça marche. Alors, il y a donc des erreurs provoquées. On va regarder ici maintenant. Notre... ouais, il est là. Ça marche. Ouais, donc nous avons bien une exception qui a été loguée, etc. Alors, ça veut dire que Loki marche bien. J'ai tempo pour distributed tracing. Vous faites ici search. Vous voyez donc là, vous pouvez toujours filtrer par rapport à quel service, à quelle requête qui vous intéresse. Par exemple, je m'intéresse à post égal à ça. Et donc ici, je vais voir faire des posts. J'attends quelques petits. Je devrais les avoir. Allez, je vais pas attendre, donc je vais faire différent de Prometheus. Je vois rien. Alors, le status, donc ça m'intéresse pas. Et on va regarder s'il n'y a pas encore exception. Ouais, il y a une exception. Alors ça c'est l'exception de l'application, donc c'est pas un problème. Il y a une autre exception, toujours de la même application, pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors s'il n'y a pas de problème, je ne devrais avoir... Alors, je fais ça. Alors je vois que les requêtes Prometheus. Alors je vais envoyer des posts, post. Et je fais des products.
Voilà, ça marche, il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai quelque chose. Voilà les postes. Alors, je vois la requête. Alors, vous actualisez, vous devrez voir les autres. Alors maintenant, je vais filtrer par rapport différents de Prometheus. Comme ça, je vais garder que le... Et pourquoi j'ai que... Alors, égal, différent de ça. Mais je vois pas de get... Alors, c'est normal. Voilà. Alors donc c'est bon, il n'y a pas de problème, je vois les requêtes. Voilà, alors ça c'est... Je vous ai montré comment faire, comment implémenter cette architecture. Bah, alors maintenant pour Grafana, bon, si vous voulez vraiment profiter, il faut créer un dashboard. Donc pour créer un dashboard qui permet de faire... normalement ici vous avez un menu, je crois, ici, ajouter un dashboard. Et pour le créer normalement, dans le dashboard, vous pouvez spécifier qu'est-ce que vous voulez surveiller, etc., etc., etc. Vous pouvez ajouter une visualisation par exemple. Vous dites pour quel service, par exemple MyPrometheus. Vous spécifiez la métrique, par exemple CPU. Voilà, application. Et puis donc ça c'est pour le... Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Ça prend du temps pour créer donc votre on va dire, comment dire, pour créer votre dashboard. Une fois que vous le créez, vous l'enregistrez, après vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez visualiser c'est-à-dire vos éléments. Mais ici donc je vais pas faire ça. Mais par contre, j'ai un fichier, vous créez un dashboard sous forme d'un fichier de JSON. Inspecter. Alors donc si vous voulez donc importer un dashboard donc à travers un fichier, et donc vous aurez besoin d'abord, bon, j'ai repris un exemple de dashboard ici qui est créé par défaut, mais en fait ce dashboard là donc il suppose que le data source s'appelle Prometheus, alors que dans notre cas on l'a appelé MyPrometheus, donc il l'a créé. Donc ce qui fait que il va falloir changer, il faudrait changer donc pour l'adapter. Alors juste il y a pas mal d'endroits là où il faut le changer. Vous avez des choses à faire, mais sinon je vous montre juste le principe. Donc j'ai démarré l'application, c'est-à-dire celle que là où j'ai nommé mes services normalement. Si vous les avez nommés directement product, tout ça, vous pouvez tester. Alors comment faire? Ben vous allez vers dashboard et puis importer le fichier. Alors ici donc je l'ai déjà importé, donc vous l'appelez statistique par exemple 65. Donc là le ID il faut le changer, on va mettre le ID par exemple, peu importe. Je spécifie le data source, c'est Prometheus, et puis importer. Bon, alors si vous faites ça, donc vous avez un dashboard créé, vous avez son nom, il est là, et vous avez carrément donc vous voyez donc ici par exemple heap used, vous avez ici le CPU, et vous avez donc des éléments qui permettent de vous donner en temps réel c'est-à-dire un laps de temps de 5 secondes. Vous voyez donc chaque 5 secondes je vois un peu l'évolution des métriques. Ça peut vous donner des idées, mais
Si vous voulez voir comment créer vraiment un dashboard, ça c'est c'est un autre objectif. Donc il faut voir la documentation de Grafana et de voir comment rédiger ce genre de fichier, c'est-à-dire dans lequel vous, voilà, il est là. Donc dans ce genre de fichier dans lequel vous spécifiez tous les paramètres que vous voulez, même vous allez vers le thème, les couleurs et tout ce que vous voulez. Bon, ça vous pouvez le faire, mais généralement vous n'allez pas écrire tout ça, vous allez prendre des modèles et vous allez les modifier. Sinon, vous prenez votre temps avec l'interface, vous créez un dashboard et vous commencez à créer, c'est-à-dire chaque bloc, vous le créez partie par partie jusqu'à ce que vous construisez donc votre dashboard personnalisé. Voilà. Alors, je pense c'est tout pour aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez un peu de temps, de regarder donc ces histoires d'observabilité. Et donc, nous avons donc vu globalement les éléments qu'il faut dans ce genre d'application. Bon, il y a des petits détails, ben, forcément, mais je pense que l'essentiel, elle est là. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée. Bonne journée. Bislama.